Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo officielle de cette nouvelle chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très bouillant qui va pas tarder à arriver, un événement que tous les fans de foot attendent chaque année, qui fait énormément débat, le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or 2024 qui a lieu dans 8 jours au moment où je tourne cette vidéo. Et il y a la liste des 30 nominés qui a été dévoilée par France Football le mois dernier. Et nous allons y réagir dans cette vidéo et nous allons également donner notre pronostic et pas que. Nous allons aussi parler des différents trophées qui vont être attribués lors de cette cérémonie, donc le trophée Copa, le trophée Yashin, le meilleur club, le meilleur entraîneur, bref, et vous donner à la fin de cette vidéo mon top 5 du Ballon d'Or 2024. Sans plus attendre, on va commencer avec la première récompense. Il s'agit du trophée Copa. Alors pour ceux qui ne se souviennent plus de ce que c'est le trophée Copa, il s'agit tout simplement du trophée récompensant le meilleur jeune de l'année 2024. Ah oui, autre précision aussi pour ceux qui ne le savent pas, le Ballon d'Or 2024 ne récompense pas le meilleur joueur de l'année, mais bien le meilleur joueur de la saison. Pas la saison actuelle, mais la saison qui s'est passée, la 2023-2024. Donc bref, voici les nominés pour le trophée Raymond Kopa. On a du très beau monde, on a du Koubarsi, du Garnacho, du João Neves, du Savigno, Zaïre Emery, Matistel, Kobe Maino, Karim Konaté, bref on a du très beau monde, Arda Güler également. Je pense très sincèrement que sur tous les trophées qui vont être attribués à cette soirée, c'est celui où pour moi il y a le moins de suspense possible. Je salue évidemment tous les joueurs, c'est extraordinaire qu'ils soient nominés. Il y a deux Parisiens, João Neves avec son euro qui nous a tous épatés, Warren Zaïre Emery qui avait fait une très bonne première partie de saison. La deuxième était un petit peu plus compliquée. Je suis très content aussi. Il y a Matistel qui a été nominé. Ça fait extrêmement plaisir qu'il soit là. Mais honnêtement, il n'y a pas de débat possible. Je pense que quand tu as un joueur qui n'a même pas la majorité, a totalement mystifié l'intégralité des pays qui ont participé à l'Euro, qui au lendemain de ses 17 ans remporte l'Euro en figurant parmi les meilleurs joueurs, qui a laminé, sans mauvais jeu de mots, l'équipe de France qui a quand même fait finale de Coupe du Monde et victoire à la Coupe du Monde 4 ans avant, Lamine Yamal, s'il ne remporte pas ce trophée Copa, je pense qu'on est sur la plus grosse magouille de l'histoire des récompenses individuelles. Franchement, il n'y a pas de débat possible, on va éviter de s'éterniser là-dessus. On passe au deuxième trophée, à la deuxième récompense de cette soirée. Il s'agit du trophée Yashin en hommage au seul et unique gardien qui a remporté le Ballon d'Or. Là aussi, on a du beau monde, on a du Diogo Costa, du Donnarumma, du Mamadashvili, Emiliano Martinez, Ronwe Williams, Yann Sommer, Unai Simon, Mike Maignan, Andrei Lunin et Gregor Kobel. Alors autant le trophée Copa, c'était pour moi le trophée où il n'y avait aucun débat possible, autant le trophée Yashin, c'est pour moi la récompense qui sera le plus difficile à attribuer. Donc on va procéder par élimination. Bon, déjà on va enlever Ronwen Williams, excellente canne. Ça, on se souvient tous de son quart de finale. Lors de la séance de tir au but, il va sauver à 4 reprises l'Afrique du Sud. Il arrête 4 pénaltys sur la séance de tir au but, ce qui est assez extraordinaire. Ensuite, j'éliminerai Yann Sommer. Même s'il a fait un bon Euro avec la Suisse, un beau parcours, éliminé malheureusement en quart de finale contre la piteuse équipe d'Angleterre. Saison extraordinaire avec l'Inter de Milan, il remporte le Scudetto. Malheureusement, il y a cette élimination très brutale en huitième de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid au tir au but. En plus de ça, j'enlève également Unai Simon. Alors oui, il a remporté l'Euro avec l'Espagne, mais quand on regarde l'ensemble du tournoi, l'ensemble des gardiens, Unai Simon n'est pas celui qui a fait la plus grande impression, même s'il a gagné l'Euro et que c'est à saluer. Il y a d'autres gardiens qui ont disputé l'Euro qui ont fait une meilleure impression. Ensuite, on a Mike Maignan, qui lui, par contre, a fait un bien meilleur Euro, je considère, que Unai Simon. Il a sauvé l'équipe de France à de très nombreuses reprises. Je repense à son match contre le Portugal, où je pense que sans lui, on est éliminé. Malheureusement, avec l'AC Milan, c'était très compliqué. Je me rappelle même plus de la position qu'ils ont eue en Serie A. Il y a eu une élimination aussi en quart de finale de l'Europa League contre l'AS Roma qui fait tâche. Même si pour moi, il figurera dans le top 5. Ensuite, on a Andrei Lunin, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, lui qui a remplacé Thibaut Courtois qui s'était fait les ligaments dès le début de la saison. Sa double confrontation contre Manchester City extraordinaire, celle contre Leipzig aussi, notamment le match aller où il te sort un nombre de parades astronomique. Je me rappelle très bien de ce match. Il peut figurer dans le top 5 lui aussi, mais il y a son Euro catastrophique. J'en attendais beaucoup de cette équipe ukrainienne qui s'est pris un 3-0 d'entrée contre la Roumanie. Bref, l'Ukraine très moyen, sans dire mauvais. Malgré ça, il a quand même rendu des services énormes pour un gardien remplaçant. Ça me semble totalement logique qu'il soit nominé. Ensuite, on a Gregor Kobel. Il peut prétendre, je pense que c'est le gardien qui finira en deuxième position, parce que c'est pas lui que je choisirais. Mais il y a la finale de la Ligue des Champions qu'il fait avec un parcours très remarquable de Dortmund. Et Gregor Kobel,
Ça a été très très bon cette saison 2023-2024. Il a été d'une régularité, d'un niveau assez impressionnant. Et malgré le fait qu'il n'ait pas remporté la Ligue des Champions, ça fait partie des meilleurs gardiens de l'année 2023-2024. Ensuite, j'élimine Diogo Costa pour les mêmes raisons que Ronwen Williams un petit peu. Je pense qu'il a été retenu pour sa superbe séance de tir au but contre la Slovénie où il sauve les 3 pénaltys. Ensuite, on a Gianluigi Donnarumma qui est un peu un cas à part. Parce que entre le Paris Saint-Germain, où il y a cette élimination brutale contre Dortmund en demi-finale, et l'Euro catastrophique de l'Italie éliminée dès les 8e de finale, ça fait partie pour moi des meilleurs gardiens du monde. Tout simplement, avec le PSG, il figure parmi les meilleurs joueurs de la saison. Ça a été le meilleur joueur italien. Il a sauvé l'Italie d'un Euro encore plus catastrophique qu'il ne l'est déjà. Donnarumma a fait un nombre de matchs avec un nombre de parades extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez du 4-1 contre Newcastle, il a fait un match assez extraordinaire et pour moi fait partie des meilleurs gardiens de la saison 2023-2024 malgré les parcours européens. Et je comprendrais totalement les gens qui le mettraient meilleur gardien de la saison 2023-2024. Il y a ces éliminations qui forcément vont faire tâche et c'est pour ça que je l'éliminerai. Il y a Georgi Mamadardashvili aussi, très compliqué à dire, qui va rejoindre Liverpool la saison prochaine, qui a fait un Euro extraordinaire, meilleur gardien de l'Euro. Maintenant voilà, il jouait le maintien avec Valence, donc comme Diogo Costa, comme Ronwen Williams, comme Unai Simon, ça ne va pas jouer en sa faveur et c'est pour ça que moi je décide de mettre Emiliano Martinez comme meilleur gardien de la saison 2023-2024. Alors oui, il n'a joué que la Conference League, oui, il joue à Aston Villa, mais pour moi, il y a quand même le quart de finale contre le LOSC qui a marqué les esprits. Il y a la Copa América qui a marqué les esprits. Il y a la séance de tir au but contre l'Équateur où il va sauver encore une fois l'Argentine. Et il y a surtout cette superbe saison du Aston Villa d'Unai Emery. Il a été d'une régularité énorme. Le niveau d'Emiliano Martinez sur les 2 dernières années est tout simplement très bon, même si je le déteste tout autant que vous. Force est de constater que c'est un gardien qui est très très bon, qui joue dans un club qui a de très grandes ambitions et qui montre un niveau de plus en plus impressionnant. La preuve, le match contre le Bayern il y a quelques semaines, il nous a fait très très mal. C'est pour ça que je le mettrai vainqueur de ce trophée Yashin. Voilà, donc c'était pour la grosse parenthèse du trophée Yashin. On va sans plus attendre passer au 3e trophée. Il s'agit du trophée de l'entraîneur. L'entraîneur de l'année, ça n'a jamais été attribué comme trophée, c'est une première. Et là, pareil, on a du très très beau monde. On a du Xabi Alonso, du Carlo Ancelotti, vainqueur de la Ligue des Champions. On a Luis de la Fuente, vainqueur de l'Euro avec l'Espagne. Gasperini, vainqueur de la Ligue Europa avec l'Atalanta. Pep Guardiola et Lionel Scaloni. Maintenant, j'ai suivi les Leverkusen la saison passée. Je ne vois pas quelqu'un d'autre que Xabi Alonso. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence pour moi entre gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid, même si l'exploit est tout simplement extraordinaire, avec encore une fois des scénarios à la madrilène. Carlo Ancelotti, excellent coach comme d'habitude. Ce qu'a réalisé Xabi Alonso avec Leverkusen, on ne reverra peut-être jamais ça. Invaincu en Bundesliga, champion d'Allemagne en mettant fin à la dynastie du Bayern de 11 ans. Évidemment qu'il y a la finale de l'Europa League qui fait tâche, qui d'ailleurs est le seul match que Leverkusen a perdu cette saison à cause justement de Gasperini. Que dire de plus à part que le système de jeu, les scénarios de fou, la qualité collective, les qualités individuelles de Leverkusen, le coaching, le management, les changements, la tactique, je n'ai rien à dire de plus. Et je salue tous les entraîneurs qui sont là. Extraordinaire les performances qu'ils ont réalisées, mais Xabi Alonso, je suis désolé, ce qu'il a fait avec Leverkusen et ce qu'il fait encore à l'heure actuelle, c'est tout simplement extraordinaire et pour ça, je ne vois pas quelqu'un d'autre que lui, même si Ancelotti et les autres le méritent tout autant, mais franchement Xabi Alonso est au-dessus pour la saison historique qu'il a fait à Leverkusen. Je rappelle quand même qu'il était à un match de réaliser une saison entière sans la moindre défaite. En l'espace d'un an, Leverkusen a gagné autant de trophées que sur toute son histoire. Le meilleur club de l'année. Paris Trophée qui a été déjà attribué à 2-3 reprises. On a de très belles équipes, on a Dortmund, on a Gérone, Leverkusen, le Real Madrid et Manchester City. Pour moi, ça se joue entre le Bayer Leverkusen et le Real Madrid. Enfin, pour moi, ce trophée, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions qui le mérite tout simplement. Personnellement, je l'aurais donné au Bayer Leverkusen pour la saison extraordinaire qu'ils ont fait. Maintenant, pour moi, Xabi Alonso va, on va dire, un peu compenser ça. Mais bon, t'as quand même le Real Madrid qui figure parmi les nominés, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Ligue avec une seule défaite au compteur.
On n'est pas loin de la saison invaincue aussi du côté du Real Madrid. Il y a un parcours en Ligue des Champions qui est encore une fois dingue. Pour moi, il y a vraiment match avec Leverkusen. Après les autres, bon voilà, Dortmund ils les ont battus en finale, donc plus de concurrence. Girona, c'était derrière eux en Liga. Et Manchester City, ils ont chuté contre le Real Madrid. Donc pour moi, c'est simple, c'est le Real Madrid qui va gagner ce trophée. Même si moi, personnellement, si le cœur parle, je l'aurais donné à Leverkusen pour la saison extraordinaire qu'ils ont fait. Peut-être que s'ils avaient remporté la finale contre l'Atalanta, ça allait peut-être être eux qui allaient remporter ce trophée. Il y a le Ballon d'Or féminin aussi. Alors, je ne vais pas vous mytho, je ne vais pas commencer à faire le mec, etc. Je ne suis pas le football féminin. Maintenant, de ce que j'entends, de ce que je constate, a priori, le Ballon d'Or féminin se jouerait du coup entre Botmani qui succéderait à son propre titre et Salma Paraguelo. Voilà, donc ça c'est à voir aussi, mais je ne vais pas vous mytho que je ne suis pas assez le football féminin pour pouvoir vous donner un avis concret. Mais je pense que ça sera une des deux. Et enfin donc, le sujet qui vous intéresse le plus et qui nous intéresse le plus, le Ballon d'Or. Donc je ne vais pas vous donner les 30 nominés, je vous l'affiche juste ici pour ceux qui ne les connaîtraient toujours pas. Je vais vous donner mon top 5. C'est cette année, le Ballon d'Or. Pour moi, il n'y a pas un joueur qui se démarque sur la saison 2023-2024. Il n'y a pas un jour où je me dis, il n'y a pas de débat possible. Le Ballon d'Or cette année, c'est très simple. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a la Ligue des Champions, il y a la saison en club, et il y a la compétition internationale, Euro ou Copa América. Après la Ligue des Champions, il y avait deux prétendants, Jude Bellingham et Vinicius. Tout allait se jouer à la Copa América et à l'Euro. Il y a des sources, on le sait, Marca aurait leaké, Vinicius aurait déjà été informé de son Ballon d'Or. Maintenant, j'attends de voir évidemment la cérémonie officielle, mais je l'aurais plus donné à Jude Bellingham. Alors, je vais vous donner mon top 5. J'aurais mis Dani Carvajal. Si on prend en compte le palmarès et le niveau, c'est peut-être lui le Ballon d'Or. Mais c'est un défenseur. Moi, c'est comme Leverkusen tout à l'heure, si le cœur parle, j'aurais donné clairement le Ballon d'Or à Carvajal. Ou peut-être à Rodri. Parce qu'on parle quand même d'un joueur qui a gagné la Ligue des Champions en étant titulaire, en ayant marqué en finale. On parle d'un joueur qui a gagner l'Euro en étant titulaire, en ayant marqué des buts, en ayant été décisif, en ayant été extraordinaire, en ayant été constant. Maintenant, on sait l'injustice du Ballon d'Or. On rappelle quand même qu'en 2018, Varane remporte Coupe du Monde et Ligue des Champions. Il termine 7ème. Van Dijk n'a même pas gagné le Ballon d'Or, alors que pour moi, en 2019, il le mérite peut-être un peu plus que Lionel Messi. Mais pour moi, il ne sera que... non, pas 5ème, pardon, 4ème. En 5ème, je mettrai Toni Kroos. Pour l'Euro qu'il a fait, pour la Ligue des Champions, il tire sa révérence. Il a été extraordinaire avec le Real Madrid. Et d'ailleurs, on sent aujourd'hui que le Real Madrid sans Toni Kroos, c'est très compliqué au milieu de terrain. Il y a un impact et ça se voit clairement. Malgré l'élimination assez tôt dans la compétition de l'Allemagne, il a été extraordinaire au milieu de terrain. Il a encore une fois été monstrueux. C'est du grand Toni Kroos. Ça fait partie des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. Mais je le mettrai que 5ème pour la simple et bonne raison que ses principaux concurrents l'ont éliminé à l'Euro, comme Dani Carvajal et comme Rodri que je mettrai en 3ème position. Et je donnerai le Ballon d'Or à Jude Bellingham. Pourquoi? Alors Vinicius, il a été très très bon dans les très grosses échéances. Contre le Bayern Munich, la double confrontation était monstrueuse. Vinicius Junior a été extraordinaire avec le Real Madrid. Il a été très très bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Maintenant, il y a la Copa América qui fait très tâche. Le Brésil sort en quart de finale, sachant que Vinicius n'a même pas pu jouer ce quart de finale vu qu'il a été exclu. Là où un Jude Bellingham, lui, va faire une finale d'un Euro. Alors certes, il ne l'a pas gagné, certes, ça n'a pas été le meilleur tournoi de sa carrière. Il va plus loin que Vinicius. Il a marqué des buts ultra décisifs. Son retourné contre la Slovaquie, croyez-moi que ça va lui faire gagner un nombre de points assez conséquent. Et même quand on regarde l'ensemble de la saison, même si sur Vinicius, les très grosses échéances, c'est lui qui a été très présent contre le Bayern, contre Manchester City, mais Jude Bellingham a scoré, a été extraordinaire, a permis au Real Madrid de prendre un nombre de points en Liga assez monstrueux au début de saison. Il met je ne sais combien de buts dans les dernières minutes. Bref, Bellingham a toujours été ultra décisif. Le Classico, aller comme retour, il plante des buts dans les dernières minutes. Contre Manchester City, son match retour, le mec, on aurait cru qu'il avait 26 poumons, il a été extraordinaire. Et il y a un critère qu'on ne prend pas assez en compte dans le Ballon d'Or, qui pour moi est aussi à l'avantage de Jude Bellingham, c'est le critère du fair play. Oui, ce critère existe. Il y a la carrière, il y a le palmarès, mais il y a aussi le fair play. Et ça, je pense qu'on ne le prend pas assez en compte. Mais quand on regarde les matchs du Real Madrid, de l'Angleterre, du Brésil et tout, en termes de fair play, Vinicius
c'est vrai que ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Je suis désolé, je n'ai aucun mal contre Vinicius, c'est un joueur que j'aime voir jouer, qui est excellent balle au pied, qui est très très bon techniquement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ce serait pas non plus immérité qu'il remporte le Ballon d'Or, mais pour moi, à l'heure actuelle, Bellingham, sur la saison 2023-2024, a été supérieur que Vinicius. Il a été plus décisif sur l'ensemble de la saison, il a été plus régulier, il est aussi allé plus loin avec sa sélection par rapport à Vinicius qui lui a été éliminé très tôt et qui en plus de ça n'a même pas pu jouer son quart de finale. Maintenant, voilà. Pour moi, le Ballon d'Or 2024 sera Jude Bellingham. Je le donnerai plus à Jude Bellingham que Vinicius Junior pour ces critères-ci. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Donc mon top 5 serait du coup Bellingham en première position, Vinicius en deuxième position, Rodri troisième, Carvajal 4e et Toni Kroos en 5e position. Voilà, j'ai beaucoup parlé pour cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi aussi dans les commentaires, il n'y a aucun problème là-dessus. Quant à nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ce qui est des réactions des matchs, ça devrait pas tarder à arriver. Mardi, il y a Barça-Bayern, on en reparlera en temps voulu. Et quant à nous, on se dit à très vite pour une prochaine. Allez, salut!